Entre lac et montagne, au cœur des Alpes suisses, au bord du lac Léman, au pays des banques et de la discrétion, vous allez découvrir l'endroit le plus secret du pays. Au milieu d'une zone industrielle, à 2 pas de la frontière française, à Genève, le Port-Franc. Surveillé par des caméras, entouré de grilles et de barbelés, ces entrepôts sont une zone sous douane, où transitent des marchandises en attente d'être réexpédiées à l'étranger. C'est devenu aujourd'hui une zone de stockage permanent. 60 000 m² d'entrepôts loués par la ville de Genève à des transporteurs ou directement à des particuliers pour qu'ils y entreposent leurs biens. Derrière ces portes anonymes fermées à double tour, on trouve de l'or, des diamants. C'est aussi la plus grande cave à vin du monde. 3 millions de bouteilles y sont rangées. Les plus grands crus, des bouteilles à 500, à 1000, à 2000 euros, y prennent tranquillement de la valeur en vieillissant à température et hygrométrie constante. Les constructions sont antisismiques. Les portes résistent aux explosifs. Et pour protéger ces trésors de l'incendie, une salle spéciale abrite des centaines d'extincteurs qui peuvent être déclenchés à tout moment. Si le Port-Franc déploie autant de précautions, c'est surtout que derrière ces portes dorment des œuvres d'art inestimables. Il y en aurait pour des dizaines de milliards d'euros, peut-être le plus grand musée du monde. Mais un musée que personne n'a le droit de visiter. Le Port-Franc de Genève est l'un des secrets les mieux gardés d'Europe. Dans ses coffres, des Picasso, des Léonard de Vinci, des milliers d'antiquités. Un trésor dont personne ne connaît l'ampleur ni la valeur. C'est sûr que vous ne trouverez jamais un répertoire de toutes les toiles qui sont au Port-Franc. C'est un secret qui est gardé. Vous ne savez pas s'il y en a 300, 3000, 300 000. Secret aussi, le nom des propriétaires des œuvres. Le but du jeu étant qu'on ne sache pas qui vend quoi à qui. Et c'est là que va s'insérer le Port-Franc. Récemment, plusieurs affaires ont éclaboussé cette institution. Spoliation des biens juifs, blanchiment, fraude fiscale. Il est difficile de dire si le tableau était caché ou non. En tout cas, il était conservé très discrètement dans le Port-Franc. Le Port-Franc de Genève est l'Eldorado des marchands, des riches héritiers et des fraudeurs. Ils y feraient affaire ensemble, ni vus, ni connus. Un homme a accepté de nous entrouvrir les portes de ce Port-Franc, Yves Bouvier. Avec son directeur général, Ramon Casaïs, il y dirige la plus grosse société de transport et de stockage d'œuvres d'art. Et là, donc, c'est les douanes qui travaillent ici? Là, ici, il y a les douanes suisses qui sont là, en permanence. C'est-à-dire que le lieu est contrôlé par les douanes suisses avec des horaires d'ouverture imposés. Il est impossible d'accéder en dehors de ces heures. Et les douanes suisses contrôlent en permanence. Les procédures qui sont mises en place au point de vue douanier sont les plus sévères d'Europe. Tous les jours, des dizaines d'œuvres inestimables entrent ou sortent des boxes gérées par la société d'Yves Bouvier. Il y a même un atelier spécial pour préparer l'emballage et l'expédition des toiles. Ce tableau, c'est un tableau très important qui part dans une exposition en Hongrie, dans un musée en Hongrie, dans lequel on a fabriqué une caisse sur mesure, une double caisse isothermique. Vous voyez, il a un papier anti-acide. Et ce qu'on voit derrière, c'est quoi? C'est un tableau de... C'est un tableau de Modigliani. D'accord. Je ne pourrais pas le dire, mais... Et alors, on peut le voir, le Modigliani? Non, question de confidentialité, on ne peut pas voir le Modigliani. Et pourquoi? C'est confidentialité? Parce que je n'ai pas l'autorisation de propriétaire pour le montrer. D'accord. Et c'est un propriétaire particulier? Je ne pourrais pas vous dire ça. D'accord. Ça appartient à un autre musée? Je ne pourrais pas vous dire ça non plus. C'est confidentiel? C'est confidentiel. D'accord. C'est toutes des données confidentielles. Ici, le maître mot, c'est le secret. À l'origine, Yves Bouvier est un déménageur.
Il a métamorphosé une vieille maison de transport, Natural Lecoultre, en une multinationale du marché de l'art. Elle est présente aujourd'hui à Genève, au Luxembourg et à Singapour. Celui qu'on appelle le roi des ports francs a eu une bonne idée. Pour fidéliser ses clients, sa société n'assure pas que le transport et l'emballage des œuvres. À Genève, elle propose 20 000 mètres carrés d'espace de stockage, ainsi que des ateliers pour encadrer ou restaurer les toiles. Elle propose aussi à ses clients des salons pour admirer leurs biens ou en négocier la vente. Marchands, galeristes, acheteurs peuvent s'y retrouver en toute discrétion. Aujourd'hui, le déménageur est devenu multimillionnaire. Nous le retrouvons à Paris, dans le cossu 8e arrondissement, à 2 pas de l'Élysée. Yves Bouvier, le déménageur du port franc de Genève, nous reçoit à son domicile parisien. Un appartement richement meublé et décoré. Alors on en arrive dans le salon qui sert, où on voit Baudelaire, on est sous l'œil de Baudelaire. J'aime bien ces poèmes et c'est un petit clin d'œil. Autrement, les pièces que j'aime bien et qui font aussi rêver, c'est cette Mate-Monde, qui est une Mate-Monde qui appartenait au douanier Rousseau, qui était un peintre qui peignait des scènes de jungle avec des animaux et qui n'avait jamais voyagé. Et elle a été récupérée en mauvais état, je l'ai fait restaurer de son atelier. Autrement, là, c'est un petit tableau qui est plus romantique qu'un petit tableau de Bonnard. C'est tout simple et c'est très pur. À force de déménager des toiles de maître pour ses clients, Yves Bouvier s'est peu à peu formé à un autre métier, beaucoup plus lucratif, marchand d'art. Qu'est-ce que j'ai fait en 30 ans dans le domaine de l'art? J'ai appris à écouter les professionnels de l'art, j'ai appris à écouter comment ils fonctionnaient, j'ai appris à écouter les assureurs, les restaurateurs, j'ai appris à connaître le métier. J'ai su, à la place de m'arrêter à porter des caisses, j'ai su ouvrir les oreilles et comprendre comment ça fonctionnait. Mais il y a beaucoup de grands marchands d'art qui étaient avant soit dans la restauration et qui avaient des restaurants, d'autres qui avaient des magasins d'habits. Il y en a un autre qui était garçon boucher. Et moi, j'ai su, comme certains autres, apprendre par rapport à la pratique. Depuis 30 ans, Yves Bouvier est aux premières loges pour connaître tous les secrets de ce marché. Dans le métier de l'art, l'information est le but de chaque personne commerçante dans le domaine de l'art. N'importe quel commerçant vit des informations et veut des informations. Savoir quel tableau est à vendre, quel tableau est à acheter, savoir qui s'en occupe, s'il y a une succession, je veux dire, savoir s'il y a un problème de dégâts, s'il y a un problème de divorce, je veux dire, l'information, tout le monde cherche. Donc le côté initié de l'information, c'est propre au marché de l'art. Que ce soit sur l'achat ou sur la vente, tout le monde veut de l'information. Grâce au réseau qu'il s'est constitué, l'homme d'affaires s'est même offert une galerie d'art sur le quai Voltaire, le quartier des antiquaires, l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris. Il nous y emmène. Il veut nous montrer qu'il a pignon sur rue et qu'il fait commerce des signatures les plus réputées de la peinture et de la sculpture. Et toi ? On a l'air sérieux, hein ? Oui, très. Je vous ai préparé le bureau. Tu montes avec nous ? La directrice de la galerie nous accueille. Dans la galerie, des œuvres prestigieuses et très chères. Cette sculpture en marbre représentant Ève est signée Auguste Rodin. Elle est déjà réservée par un client asiatique. C'est une pièce originale en marbre. C'est pas un bronze qui a été fondu à plusieurs exemplaires. Et c'est surtout sa beauté et sa sensualité. Parce que quand on regarde la position, les jambes, les cheveux, donc je veux dire, c'est ce qu'elle dégage aussi. Donc, chez Rodin, il y a des sculptures qui sont plus ou moins parlantes, comme chez tous les artistes. Et après, chacun est plus ou moins sensible à un sujet. Et en l'occurrence, celui-là, c'est un sujet qui, moi, à titre personnel, me sensibilise énormément. Un peu plus loin, toujours de grandes signatures. Une encre de Salvador Dali. Un Chagall. Le Chagall qui est là-bas, il est à la vente.
Bien sûr, mais tous ces tableaux sont à la vente. Et alors, parlons prix, justement, on parlait du Chagall. Ça, je ne veux pas vous donner le prix du Chagall. Ça... Non, parce que les prix, c'est une chose délicate et je ne peux pas vous le donner. D'accord. Je suis désolée. Il y a quand même une discrétion sur les prix, pas une discrétion qui est une discrétion fiscale, c'est une discrétion par rapport au fait qu'on ne veut pas brûler un tableau, c'est-à-dire on ne veut pas l'annoncer à un certain prix. Si derrière, il va augmenter, pas que la personne pense qu'il aurait dû l'acheter avant, ou si, pour finir, une offre plus faible est acceptée, pas qu'il pense que... Donc, je veux dire, les prix, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans le marché de l'art, ça se discute, ça se négocie à la hausse, à la baisse, suivant les périodes, donc c'est très difficile d'afficher un prix et vous verrez que les gens dans le commerce de l'art n'aiment pas donner les prix et ne communiquent pas sur les prix. D'après nos informations, ces œuvres valent plusieurs millions d'euros. Une galerie d'art avec vue sur le Louvre. Voilà pour la vitrine. Allez. Mais la bonne fortune d'Yves Bouvier est aujourd'hui éclaboussée par toute une série d'affaires. En mai 2015, un article du Point lui est consacré sous le titre « Zaya, le milliardaire et les Picasso maudits ». Une plongée dans certaines pratiques obscures du marché de l'art. Des allégations du Point ont fait l'objet d'une condamnation pour atteinte à la vie privée. Dans cet article choc, on découvre surtout qu'un conflit violent l'oppose à l'un des hommes les plus riches de la planète, un Russe, Dimitri Ribolovlev, que l'on voit ici photographié dans son salon à Monaco. L'histoire remonte à 2003. Yves Bouvier fait la rencontre du milliardaire russe, un proche du prince Albert. Il est propriétaire du club de foot de Monaco. Entre Yves Bouvier et Ribolovlev, c'est le coup de foudre. On les voit ici lors d'une fête costumée sur l'île privée du milliardaire en Grèce. Pendant 10 ans, Yves Bouvier lui permet de se constituer une collection exceptionnelle de tableaux et de sculptures, aujourd'hui compilés dans ce catalogue. Il lui procure des Modigliani, des Gauguin, des sculptures de Rodin, des Renoir et même un Léonard de Vinci. Et des Picasso. En tout, 38 œuvres pour la somme faramineuse de plus de 1,8 milliard d'euros. L'entente entre les deux hommes va brutalement prendre fin lors d'un rendez-vous à Monaco en février 2015. L'avocat d'Yves Bouvier, David Bitton, raconte. Alors l'histoire a démarré de manière assez violente et assez inattendue. Elle démarre pour Yves Bouvier sur un voyage à Monaco qu'il croyait être celui d'une discussion commerciale avec son client depuis plusieurs années, M. Dimitri Ribolovlev. Et il arrive, et ce que la presse a longuement évoqué, c'est-à-dire ce piège, il arrive à domicile et au lieu d'être accueilli par ce qu'il croyait être les vigiles de M. Ribolovlev, il se retrouve accueilli par la police de sûreté monégasque et l'a amené dans une garde à vue qui durera tout un week-end. Le milliardaire russe a porté plainte contre Yves Bouvier. Il l'accuse d'avoir réalisé des marges exorbitantes, 1 milliard d'euros, sur son dos. Ribolovlev aurait payé sa collection le double de son prix. En cause, par exemple, ce tableau numéro 6 de Marc Rothko. Nous nous sommes procuré les documents de la transaction. Yves Bouvier l'achète à de riches propriétaires du Bordelais pour 83 500 000 $. Quelques semaines plus tard, comme le montre cette facture, la toile est revendue à une société offshore, Accent Delight, qui appartient au milliardaire russe. Acheté 83 500 000 $, le Rothko est cédé pour 140 millions d'euros. Marge d'Yves Bouvier sur cette transaction, près de 70 millions d'euros. Avec ce Picasso, joueur de flûte et femme nue, la culbute est encore plus spectaculaire. Acheté le 7 octobre 2010 pour 3,5 millions d'euros, le tableau est revendu à Dimitri Ribolovlev dès le lendemain pour 25 millions d'euros.
Bénéfice, 21 millions d'euros en 24 heures. Les marges réalisées par Yves Bouvier sont colossales. Mais son avocat balaie les accusations. Selon lui, ces bénéfices n'ont rien d'illégal. À l'entendre, c'était au milliardaire russe d'être plus avisé. Le reproche tient sur le plan judiciaire ou juridique, il est sophistiqué, mais en réalité, ce que l'on comprend être le reproche de Ribot-Loveless, c'est celui de dire à Yves Bouvier « Mon ami, tu m'as vendu des toiles et des œuvres d'art incontestables quant à leur qualité, mais j'estime que la marge bénéficiaire que tu t'es faite est trop importante par rapport à ce que j'avais conçu de notre relation. » Donc c'est une forme de procès à l'enrichissement d'Yves Bouvier qui n'a pas d'assise juridique. Nous avons tenté de joindre le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Yves Bouvier a été mis en examen à Monaco en février 2015 pour escroquerie et complicité de blanchiment. Cette enquête est toujours en cours. Mais dans la collection de Ribolovlev, il y a encore 2 autres tableaux qui vont poser problème. En septembre 2015, le milliardaire pose devant ces 2 gouaches qu'il a achetées, comme toute sa collection à Yves Bouvier. Le Russe affiche un sourire de façade. Il avait cru faire une bonne affaire avec ces 2 portraits de Jacqueline, la dernière épouse de Picasso, espagnole à l'éventail et femme se coiffant. Mais un personnage inattendu vient gâcher la belle histoire. Catherine Hutin, une des héritières de Picasso, la fille de Jacqueline. Elle a déposé une plainte contre X pour vol et soupçonne Yves Bouvier d'être impliqué dans le recel des 2 tableaux vendus à Ribolovlev, ainsi que 58 dessins. Un juge parisien délivre ce mandat d'arrêt international contre Yves Bouvier. Le marchand d'art est désormais recherché par toutes les polices du monde. Voici Catherine Hutin, auprès de Pablo, avec sa mère. À cette époque, il vivait dans le sud de la France, sur la colline de Mougins, dans un mât appelé Notre-Dame de Vie. Ce fut la demeure de Picasso et aussi son atelier pendant une vingtaine d'années. Dans le 14e arrondissement de Paris, nous avons rendez-vous avec Pépita Dupont. Cette ancienne journaliste a été la confidente de Jacqueline Picasso. Elle a raconté cette relation dans un livre. Elle a vu l'ampleur de l'œuvre du peintre. Pablo travaillait tout le temps. Cocteau le dit, c'est un homme debout. Il n'arrête jamais, jamais, jamais. Souvent, j'ai posé la question à Jacqueline. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'avais toujours l'impression, alors qu'il n'était plus là, que chaque fois que j'arrivais à Notre-Dame de Vie, il y avait encore des œuvres qui débarquaient. Tellement il y en avait. C'était pas humain. À la mort du peintre en 1973, puis à la mort de Jacqueline 13 ans plus tard, près de 2000 tableaux, 7000 dessins, 1200 sculptures sont recensés officiellement. Afin de payer les droits de succession, une partie des œuvres est donnée à l'État. Cela s'appelle une dation. Voilà la dation. Après donc, la disparition de Jacqueline Picasso, sa fille Catherine Hutin, en règlement de ses droits, a donné ça à la France. D'accord. Voilà. Et ça représente à peu près combien d'œuvres Quarantaine de tableaux, beaucoup de dessins, 24 carnets et 245 estampes, 19 céramiques et un papier collé de Georges Braque. D'accord. Et donc les œuvres, les autres, c'est la propriété de Madame Hutin Voilà. En personne. Voilà. Là, il y a 47 tableaux. Moi, chez Jacqueline, j'en ai vu des centaines et des centaines et des centaines. Je ne peux pas vous donner un chiffre, je ne suis pas comptable. Et puis même, je crois que je n'y serais jamais arrivée. L'œuvre de Picasso est pléthorique. Certaines œuvres n'auraient pas été répertoriées à la mort du peintre. Elles auraient été dissimulées lors de l'inventaire de la succession. C'est ce que confirme dans ce procès-verbal la directrice de la Picasso Administration, représentante des intérêts de la famille. Il est probable que certaines œuvres aient échappé à l'inventaire,
car elles avaient été cachées par Jacqueline. Ce serait le cas des 2 tableaux litigieux. Accusé d'être impliqué dans l'affaire du vol des 2 portraits, Yves Bouvier se défend et affirme les avoir bien payés à Catherine Hutin. Les avocats de l'héritière lui auraient demandé de verser l'argent à un trust, une société offshore, dans un paradis fiscal. Moi, je reçois les coordonnées bancaires du trust au Liechtenstein de la part d'un bureau de cabinet d'avocats à Genève qui s'appelle FBT, qui est le cabinet d'avocats de Madame Hutin pour avoir déjà fait des affaires avec auparavant. C'est certain que c'est eux. D'ailleurs, personne ne discute ce point. Et qu'est-ce que je fais? Je vire cet argent de par ma société au Liechtenstein sur le trust. Pour appuyer ses propos, il nous présente ce document, qui serait celui du paiement des 2 portraits. MEI Invest, sa société, a versé 8 millions de dollars à Nobilo Trust, domicilié à la Centrum Bank à Vaduz, la capitale du Liechtenstein. Le nom de Catherine Hutin n'apparaît pas. Mais après enquête, la justice découvre que Nobilo Trust appartiendrait à une certaine Catherine Blais, domiciliée rue Georges Braque à Paris. L'adresse n'est plus celle de son domicile, mais Blais n'est autre que le nom d'épouse de Catherine Hutin. Derrière la société offshore, c'est bien l'héritière Picasso qui a perçu ce versement d'Yves Bouvier. Devant notre caméra, le marchand va beaucoup plus loin. C'est un montage sophistiqué de fraude fiscale. C'est-à-dire que par là, quand vous avez une société qui est là pour faire un écran, où vous mettez, entre guillemets, votre nom de mariage alors que c'est plus votre nom actuel, que vous mettez une adresse à Paris qui n'est pas votre adresse de résidence, déjà quand vous donnez ces informations-là au Liechtenstein en Suisse, c'est déjà un faux dans les titres. Donc déjà, c'est la première qualification. Après, quand vous bénéficiez des personnes qui vous aident à faire ce système-là, ça devient un système en bande organisée. Et après, quand vous faites d'une société à l'autre du ping-pong, ça s'appelle du blanchiment fiscal ou de la fraude fiscale. Yves Bouvier a dû payer plusieurs millions d'euros de caution pour faire lever son mandat d'arrêt international. Toujours sous le coup d'une mise en examen pour recel, le marchand lance de nouvelles accusations sur les montages financiers de l'héritière Picasso. J'avais acheté une œuvre d'art de Picasso chez Sotheby, peinte modèle. Madame Hutin voulait cette œuvre d'art parce qu'elle représentait sa mère, certainement. Et j'ai revendu cette œuvre d'art à la société de Madame Hutin. Pour 170 000 euros, Yves Bouvier a vendu ce dessin de Picasso, le peintre et son modèle, à Catherine Hutin. Une nouvelle fois, l'acheteuse n'apparaît pas. L'argent est versé à une société offshore panaméenne, Alpa Mayo. Le dessin, lui, a atterri dans le port franc de Genève. Je vends ce tableau à la société de Madame Hutin et je remets la marchandise à ses avocats à Genève au port franc. Madame Hutin a une case au port franc? Elle a un propre local à elle, qui est loué, je pense, par ses avocats. Mais vous êtes allé physiquement au port franc déposer le tableau? Non, si vous voulez, l'œuvre, elle a voyagé de Sotheby's, Londres, à Genève, oui. Et après, elle a été remise au local de Madame Hutin dans les ports francs de Genève, qui est géré par ses avocats. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Non, je suis jamais rentré dedans. Nous avons voulu contacter l'avocate de Catherine Hutin pour répondre aux graves accusations formulées par Yves Bouvier. Voici sa réponse. Madame Hutin ne souhaite pas communiquer ou participer à des émissions. Le secret de ces coffres, les montages financiers opaques, c'est le cauchemar des agents du fisc et des douaniers français. Nous avons interrogé un inspecteur des douanes, spécialiste de la fraude et du trafic sur les biens culturels. Devant ces montages, il reconnaît son impuissance. On crée des sociétés écrans, ça se crée relativement facilement. On les domicilie assez loin du regard de l'administration française. On exporte l'objet vers le port franc. On fait la transaction.
le produit financier de la transaction étant lié à cette société X immatriculée dans des contrées bienveillantes, va disparaître totalement aux yeux de l'administration, alors que le bénéficiaire de l'opération est bien quelqu'un résidant sur le territoire national et qui devrait être fiscalisé. Par le port franc, il ne le sera pas. Nous retrouvons Yves Bouvier. Avec toutes ses affaires, l'homme sent le soufre. Mais au bout de 30 ans de métier, il a le cuir solide. Tous les ans au mois de mai, Yves Bouvier se rend à Bâle en Suisse, à la plus grande foire d'art contemporain du monde, Art Basel. Il circule en jet privé. Il a un abonnement à 50 000 € par an. Malgré ses démêlés judiciaires, il lui faut occuper le terrain. Art Basel est le plus grand salon d'art au monde, surtout dans l'art du XXe siècle et l'art contemporain. C'est, je dirais, la manifestation annuelle où il faut participer, qui est la plus grande, où tous les marchands, tout le monde de l'art se retrouve à Bâle sur 4 jours. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les relations que vous entretenez avec les marchands. Ouais, les relations que j'entretiens avec les marchands, j'en entretiens beaucoup. La seule chose, c'est peut-être, comme vous êtes avec une caméra, ils seront peut-être certainement beaucoup plus timides. Et pourquoi ils seraient plus timides avec une caméra? Déjà, d'une manière générale, par rapport à ma situation personnelle, évidemment qu'ils n'ont pas envie d'être affichés sur une caméra avec moi. Et vous sentez pestiféré, c'est ça? Non, parce que s'il n'y a personne, on va aller prendre un café, on va se tutoyer, on va se taper dans l'épaule. Mais s'il y a quelqu'un avec une caméra, on va éviter d'être dessus parce que je ne veux pas qu'on dise que je suis proche de Bouvier. Pourtant, à peine descendu du jet, nous allons le constater, sa réputation controversée lui pose moins de problèmes que prévu. Il fume. Mr. Lorenz, comment vas-tu? Tout va bien, et toi? Ciao. Son premier rendez-vous est avec un des fondateurs de la foire de Bâle, Lorenzo Rudolph. Les deux hommes ont des affaires à Singapour et sont amis. Je me suis fait fermer mes comptes en banque dans la moitié du monde. Alors on va te dire ce sont les conditions générales, mais par exemple UBS avec qui j'étais client depuis mon enfance, ils me disent que je suis plus le bienvenu, mais ils me le disent poliment, ils me disent qu'ils ferment le compte. Ils m'enlèvent même ma carte de crédit. J'ai eu 50 relations bancaires qui ont été fermées. Ça c'est... Non, mais je crois... Les gens, quand tu as un problème, ils se dégagent à une vitesse, tu peux pas imaginer. Il n'y a pas de sentiment dans ce métier. Non, ça je sais. Donc, mais bon, c'est la fosse au lion. Et tout le monde, si on peut, on se lave les mains. Ah ouais. La foire de Bâle, c'est 4000 artistes exposés. Elle attire le grand public, mais surtout les acteurs les plus importants du marché de l'art. Thank you. Galeristes, collectionneurs, musées du monde entier. Accompagné de sa conseillère artistique, Sixtine, Yves Bouvier vient renifler la tendance. Les œuvres exposées sortent pour la plupart du port franc de Genève, à 250 km de là. Yves Bouvier, lui, vient montrer à tous les professionnels qu'il résiste aux épreuves et qu'on doit toujours compter avec lui. Toujours la forme? La forme, mais on essaye encore de faire quelque chose de bon par là. Tu suis content? Moi aussi. Tout va bien? Oui, c'est bien. Ah bah c'est super. Oh, help me out. Yes. How are you? Pleasure, thank you. Hello, Yves, nice to meet you. Coucou. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça va? Allez. Alors bon courage pour la jungle. Merci. Mais au détour d'un stand, un homme va ostensiblement ignorer Yves Bouvier. Tu travailles trop. C'est la bourse? L'homme au téléphone, un certain David Namad. Visiblement gêné de l'avoir approché avec notre caméra, Yves Bouvier appelle immédiatement son assistante pour le rassurer. Juste, dites quand vous voyez David Namad, dites... Oui, mais quand il sera seul, dites-lui qu'il ne s'inquiète pas, parce que comme j'ai le droit à voir toutes les images, je ne le mettrai pas sur les images. Bien sûr, il n'a aucun droit de regard sur nos images. Donc, non, mais j'ai vu qu'il a fui la caméra, donc pas qu'il s'inquiète avec ça. David Namad
n'est pas n'importe qui. C'est l'homme aux 300 Picasso, le patriarche d'une des familles les plus puissantes du monde de l'art, les Namad, des marchands. Voici leur stand à la foire de Bâle. Des mobiles de Calder, des Miro, des Picasso, et aussi Roy Lichtenstein ou Jean Dubuffet, que des stars de l'art contemporain. Leur collection se chiffrerait à près de 3 milliards d'euros, des milliers d'œuvres entreposées pour la plupart au Port-Franc de Genève. Si l'homme se veut discret, c'est peut-être aussi parce que l'une de ses toiles lui vaut aujourd'hui des problèmes avec la justice. L'histoire commence ici aux archives de la ville de Paris en 2011, avec cet homme, James Palmer. Il est canadien. C'est un détective privé spécialisé dans la recherche des œuvres d'art volées aux Juifs par les nazis. Un jour, en fouillant dans les archives de la ville de Paris, il tombe sur le dossier d'un certain Stettiner, un antiquaire juif. L'homme a été dépossédé de ses biens pendant la Seconde Guerre mondiale. À la Libération, il a déposé un dossier de réclamation pour récupérer son patrimoine. Les documents sont rassemblés dans cette boîte. Tout a commencé ici, avec un document que j'ai trouvé qui fait référence à la demande de M. Stettiner de restitution d'une œuvre. Nous avons découvert que M. Stettiner avait été dépouillé de plusieurs objets lui appartenant. Un tapis, un tableau de lui enfant, et aussi un tableau de Modigliani, une œuvre importante qui lui a été confisquée pendant la guerre. Le détective canadien commence son enquête. Il découvre que l'antiquaire Stettiner a fait sa demande de restitution en 1946. Mais bien avant la Libération, le tableau avait déjà été vendu par les autorités de Vichy pour la somme de 16 000 francs. Depuis, on a perdu sa trace. D'autant que sa description est très vague. Le document indique seulement qu'il s'agit d'un tableau signé Modigliani, portrait d'homme. Le détective ne sait même pas à quoi ressemble la toile qu'il cherche. Il lui faut à tout prix trouver une photo. En consultant les papiers conservés aux archives de Paris, James Palmer tombe sur un indice. Ce télégramme. Il évoque l'envoi par Stettiner du tableau de Modigliani à la Biennale de Venise en 1930. Je me suis rendu à Venise personnellement, et dans les archives de la Biennale, j'ai découvert une photographie de la peinture de Stettiner. James Palmer est heureux. Il a trouvé. Sur cette photo, prise à la Biennale de Venise en 1930, on distingue 12 tableaux accrochés au mur dans la salle dédiée à Modigliani. 10 portraits de femmes et 2 portraits d'hommes. Celui à droite est un tableau connu et identifié. En revanche, celui du milieu est plus mystérieux. Il représente un homme assis. À ce moment-là, je dispose d'un côté d'un document qui atteste que M. Stettiner est propriétaire d'une peinture. D'un autre, j'ai un document qui parle d'un portrait d'homme. Et puis on a une photographie de cette même peinture qui représente un homme assis. Désormais, James Palmer sait à quoi ressemble la toile. Mais où est-elle passée? Il fouine un peu partout, active ses réseaux, court les salles des ventes, les archives et les musées. Et au bout de quelques semaines, bingo! Il retrouve la trace du tableau, ici à Londres, dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée par Christie's en 1996. La toile s'appelle désormais « Homme assis, appuyé sur une canne ». Mais qui en est le propriétaire? Elle a été acquise par une société écran basée au Panama, International Art Center, dont voici un document d'immatriculation. Son ayant droit est inconnu.
Pourtant, Palmer ne désarme pas et finit par trouver une piste qui pourrait mener au véritable propriétaire. L'œuvre apparaît au fil des années dans plusieurs catalogues et à chaque fois, on retrouve le nom d'une des galeries les plus prestigieuses du monde, la galerie Elinamad de New York. La galerie dont nous avions croisé le patriarche lors de notre passage à la foire de Bâle. James Palmer décide alors de contacter par écrit le galeriste. Les avocats de notre client se sont adressés à la galerie Elinamad de New York, qui en fait ne leur a même pas répondu. C'est pas très poli. Ça a duré des mois. Et ce n'est qu'à la suite de plusieurs courriers qu'ils nous ont finalement répondu. Et la réponse a été « Vous poursuivez la mauvaise personne. Vous devriez poursuivre International Art Center. Nous, on n'a rien à voir avec ça. » James Palmer n'est pas convaincu par cette réponse. Il poursuit la galerie Elinamad devant un tribunal de New York. Mais là encore, par le biais de ses avocats, la famille nie être propriétaire du tableau. Voici leur réponse, adressée au juge new-yorkais. C'est International Art Center et personne d'autre dans le monde, ni Elinamad, ni David Namad, qui ont acheté la peinture acquise lors de la vente aux enchères chez Christie's. L'affaire va en rester là jusqu'en 2015. Lorsqu'éclate le scandale des Panama Papers, coup de théâtre. Un document publié par les journalistes révèle que derrière la société panaméenne International Art Center se cache effectivement David Namad, le grand marchand d'art. Il est donc bien l'actionnaire de la société, propriétaire de la toile de Modigliani, bien qu'il s'en soit toujours défendu. Le détective marque un point. Reste à savoir où est entreposé l'homme assis de Modigliani. Le détective a bien une idée. La toile pourrait être stockée au port franc de Genève. C'est là que les Namad conservent l'essentiel de leur collection. La justice suisse perquisitionne les box des Namad en avril 2016 et découvre le Graal, la toile tant recherchée. Je ne sais pas si les Namad avaient voulu cacher le tableau ou pas dans le port franc. Ce qui est sûr, c'est qu'il était discrètement entreposé au port franc. La famille Namad aurait entreposé pour 3 à 4 milliards de dollars d'œuvres d'art, 4500 pièces en tout, dans un petit réduit. Le tableau qui aurait été spolié a donc été retrouvé dans le coffre des Namad au port franc. Cette révélation fait scandale. Les héritiers de l'antiquaire réclament aujourd'hui la restitution du tableau. Nous avons contacté les Namad. Après plusieurs tentatives, nous obtenons un rendez-vous au port franc de Genève, le coffre-fort des Namad, dans un salon d'exposition. Nous ne verrons pas les marchands, mais ils ont demandé que le tableau soit sorti de son box afin de nous le présenter, en exclusivité. Le moment est solennel. L'œuvre est manipulée avec précaution. Elle est estimée aujourd'hui à 20 millions d'euros. L'avocat suisse des Namad va nous livrer leur version de l'histoire. Alors, ce n'est pas tellement le tableau qui a posé un problème, mais c'est que dans le cadre du procès américain, vous ne pouvez pas affirmer que ce tableau appartient à la famille Namad, puisqu'en réalité, elle n'en est que le propriétaire indirect. Juridiquement, le tableau appartient à International Art Center, dont les ayants droit économiques, dont les actionnaires sont la famille Namad. C'est quelque chose qui est parfaitement connu en fait de tous les acteurs du marché de l'art. Pour mieux dédouaner ses clients, l'avocat va jusqu'à mettre en doute que ce tableau ait appartenu à M. Stettiner, l'antiquaire juif spolié. Il faut savoir que M. Stettiner était un marchand d'art, et donc il est possible qu'il en ait été les propriétaires, il est possible qu'il ait été le propriétaire, mais qu'il ait revendu à la Biennale de Venise, et auquel cas,
ça ferait tomber à faux les explications de son descendant actuel. Ou alors, la dernière possibilité, c'est qu'en sa qualité de marchand d'art, il faisait l'exposition pour le compte d'un de ses clients qui voulait rester anonyme. Cette démonstration n'a même pas été faite encore par la partie adverse. Nous n'avons eu que quelques minutes pour tourner des images de l'œuvre. Mais quand les manutentionnaires retournent la toile, nous filmons un détail à son verso que nous n'allons décrypter que plus tard. Cette étiquette de la Biennale de Venise de 1930. Le nom du propriétaire en a été grossièrement effacé. Il semble bien qu'il s'agisse de Stettiner. Un indice auquel le détective n'a jamais eu accès et qui pourrait s'avérer crucial pour l'enquête. Le détective canadien en est persuadé. Le port-franc de Genève pourrait abriter bien d'autres tableaux aux origines douteuses. Je pense qu'il y a une forte probabilité que beaucoup d'autres tableaux au Port-Franc aient été pillés et soient entreposés là depuis des décennies, sans jamais voir le jour. Et je pense qu'il serait extrêmement intéressant que le public, ou au minimum le monde de l'art, soit mis au courant des peintures qui s'y trouvent. Si la justice suisse nous fournissait des informations, nous pourrions rapidement déterminer lesquelles ont été volées. Très vite, sans doute. Pour l'avocat suisse des marchands d'art, inutile de rêver. On n'est pas près de savoir ce que cachent les entrailles du Port-Franc. Il n'y a pas un répertoire, surtout pas, alors ça c'est off, mais c'est sûr que vous ne trouverez jamais un répertoire de toutes les toiles qui sont au Port-Franc. C'est un secret qui est gardé. Vous ne savez pas s'il y en a 300, 3000, 300 000 ou 3000. C'est un secret commercial pur. Pour le douanier français, le constat est le même s'il est de l'autre côté de la barrière. Les ports francs, et notamment celui de Genève, c'est quelque part un vieux compagnon de route de la douane française, où effectivement, énormément de biens entrent et sortent du port franc. Et c'est vrai que quelque part, le rêve secret du douanier, ça serait de savoir ce qu'il y a réellement au port franc, à qui ça appartient et quelle est la transaction concernée. Le but du jeu étant qu'on ne sache pas qui vend quoi à qui. Et c'est là que va s'insérer le port franc. Ça peut dissimuler des transactions, certaines discrètes parce que c'est de la discrétion commerciale, d'autres discrètes parce que c'est de la fraude. Sous le ciel de Genève, l'affaire Modigliani fait grand bruit. Les autorités du Port-Franc s'inquiètent de la mauvaise publicité de cette affaire. Alors elles convoquent en urgence une conférence de presse en juin 2016. Les journalistes des grands médias suisses sont invités. Bon, il manque le tapis rouge et puis... Voilà, on va y aller. Face à eux, le président du Port-Franc et son secrétaire général. Les deux hommes sont embarrassés. Ils rejettent la responsabilité de l'affaire sur le propriétaire du tableau, David Namad. Même si sa déclaration est juridiquement exacte, en fait, elle est quelque part trompeuse et elle incite effectivement à la méfiance et il ajoute un petit peu à cette espèce de blub que l'on voit autour de l'affaire. La propriété a été dissimulée du tableau, ça c'est évident. Dans la société IAC, c'est pas le seul cas. En revanche, l'œuvre, on sait où elle est. La justice américaine sait où elle est, donc la seule chose qui ne va pas dans toutes les révélations, c'est le terme caché en fait. Oui, la propriété est cachée, ça c'est juste. Par contre, effectivement, sur l'œuvre, là, elle est entreposée, simplement. Et effectivement, elle sera restituée à celui que la justice américaine, en l'occurrence, décidera. Mais quels secrets inavouables se cachent dans le Port-Franc? En Suisse, certaines autorités officielles s'en inquiètent. Nous nous sommes procuré ce rapport établi par l'équivalent suisse de la Cour des comptes, le Contrôle fédéral des finances. Il dénonce, sans ambiguïté, l'opacité du Port-Franc. Des irrégularités sur les inventaires, une absence de traçabilité des marchandises,
des failles dans la comptabilité des stocks et des problèmes récurrents qui reviennent lors des contrôles. Le douanier français évoque, lui, le laxisme de la législation suisse qui encadre l'activité du port franc. Si on prend une zone logistique française, admettons, prenons Roissy par exemple, Roissy, les administrations peuvent y aller relativement tranquillement. Les administrations vont avoir un certain nombre de données assez poussées sur ce qui rentre, sur ce qui est stocké, sur ce qui sort, peuvent intervenir même au cours du stockage. Là, on n'est pas du tout dans la même zone. On va avoir nettement moins d'informations sur ce qui rentre, nettement moins sur ce qui sort aussi, et on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Administration suisse comprise. Pour l'État suisse, le port franc est quasiment une zone extraterritoriale. C'est sur son territoire, sans y être tout à fait, et donc il allège les formalités. Et ça permet ce secret qui est effectivement recherché par le marché de l'art, mais qui est aussi recherché pour d'autres motifs comme la fraude. Pour répondre aux critiques, le nouveau président du port franc, un magistrat reconnu pour son intégrité, veut faire bonne figure. Il appelle de ses vœux une réglementation plus stricte. Aujourd'hui, la législation fédérale demande qu'on connaisse le propriétaire, mais pas l'ayant droit économique. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait une case de plus dans le formulaire de douane pour mettre l'ayant droit économique, parce que finalement, en entraide judiciaire, c'est pas... Donc c'est pas le cas. C'est pas le cas, bien sûr. Bien sûr que c'est pas le cas. On peut penser qu'il y a une chance raisonnable que les choses changent, comme elles finissent toujours par changer, c'est-à-dire très lentement en Suisse, mais finalement, tout aussi rapidement que chez ceux qui parlent beaucoup. Hein. L'homme a conscience qu'il reste encore bien du chemin à parcourir. Après avoir lâché du lest sur le secret bancaire, la Suisse acceptera-t-elle d'entrouvrir les portes du plus grand coffre-fort du monde ?